Merci. Donc je suis très content d'avoir été invité par Alexis et l'association à partager. Vous m'entendez, moi, par contre? Là, ça va? Ça va mieux? Alors, ouais. Il va falloir que je vais avoir un petit peu de temps de me coordonner. Ça me rappelle à chaque fois, les premières fois que j'ai commencé à travailler en public comme ça, j'ai fait quelques années de prof à l'université, à Nantes. Et alors, j'avais un grand amphi, il fallait que je regarde mes notes parce que je ne connaissais pas bien ce que j'allais dire. Il fallait que je parle dans le micro et que je regarde les gens. Et j'ai appris des choses essentielles. Hein. C'est vraiment pas facile. Voilà. Donc, en tout cas, je remercie cette invitation pour partager avec moi ce vécu qui me passionne. Hein. Le thème qui a été choisi ce soir et qu'on a élaboré est un thème que je travaille depuis une 40aine d'années maintenant. Oui, ça ne me rajeunit pas. Hein. J'ai commencé tôt. Hein. Et qui est pour moi à la fois un travail, une recherche, donc depuis pas mal de temps. Et c'est un travail qui m'a permis, moi, de faire beaucoup de ponts entre mes différentes formations, puisque j'ai commencé, comme beaucoup des gens de ma génération, par la psychanalyse, avant d'aller vers la systémique, moi, l'approche systémique, thérapie familiale, et puis la gestalt-thérapie, et puis un certain nombre d'autres choses, mais en tout cas qui m'a permis de faire des liens entre ces différentes approches-là, et puis faire des liens aussi entre la partie clinique, la partie formation, et de façon intéressante. Alors, le titre choisi, hein, vous avez vu, les héritages familiaux, va effectivement nous entraîner directement dans le champ du transgénérationnel. Alors, on va être amené à reparler de ça de différentes façons. Donc, on va bien parler du transgénérationnel, c'est-à-dire c'est ce qui traverse les générations. Ça n'est pas la même chose que l'intergénérationnel. Hein, on va nous intéresser au fond, qu'est-ce qui traverse ces générations? Qu'est-ce qui, des générations antérieures, qui ont dû faire face à la vie, au monde, à se débrouiller comme ils pouvaient, ont réussi à traiter ou pas, et qu'est-ce qui refile aux générations d'après, parce que ce n'est pas encore fini de traiter, qui eux-mêmes le repassent. Qu'est-ce qui se transmet? Donc on est vraiment sur un thème de transmission. Alors si on définissait au fond l'approche transgénérationnelle, c'est la manière dont les événements vécus par les générations disparues, précédentes en tout cas, exercent une influence sur leur descendance. Ça va, hein? On n'a rien inventé. Voilà. Donc ce soir, on va beaucoup parler du vécu et de ses drames, du vécu des générations, ce que les gens rencontrent, ce qu'ils arrivent à traiter ou ce qu'ils n'arrivent pas à traiter, ce qu'ils en font. Et on va voir comment des fois ça constitue des fantômes, des choses qui continuent à hanter les générations suivantes pour tenter de trouver une manière de se traiter. On va parler bien sûr d'héritage, puisque ce qui va nous intéresser, c'est de quoi on hérite au fond des générations précédentes, de l'histoire bien sûr, et de la transmission beaucoup, puisque ce n'est pas juste qu'on hérite, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on nous transmet et qu'est-ce que nous on va transmettre. Et le thème transmission est un beau mot en langue française, hein, puisque c'est la transmission. Donc ça va nous amener à parler beaucoup des missions qui sont transmises. Voilà. Et on va voir qu'il y a des missions simples, mais il y a aussi des missions secrètes. Il y a des missions clivées, des missions paradoxales. On va revenir un peu sur tout ça tout à l'heure. Alors, moi en tout cas, ce soir, une des missions que je me donne avec vous, une mission ambitieuse, mais que j'aime bien, au fond, c'est pas juste de tenter de vous dire ma façon de traverser ça, de regarder cette approche transgénérationnelle, mais c'est aussi de voir comment on peut s'en dégager. Parce que le problème, c'est pas juste de comprendre, au fond, de quoi on hérite et comment certains héritages qu'on a viennent nous pourrir la vie ou nous créer pas mal de symptômes ou de difficultés. La question qui vient se poser pour les thérapeutes, la question qui vient se poser pour nous, c'est aussi mais comment on aide les gens à se dégager de ça. Et c'est aussi dans ça que je voudrais vous amener, alors, dans les limites d'une conférence, mais c'est là où je vais essayer de vous présenter tout à l'heure certains génogrammes qu'on va regarder ensemble, qui sont des histoires cliniques, où ça va nous permettre de recaler un peu comment on s'y est pris, par où on est passé, et voilà, ça vous permet de vous de faire des liens avec ce que vous connaissez. Jusque-là, ça va? Donc, commençons par cette notion d'héritage. Hein, puisqu'on parle bien des héritages familiaux, hein, le titre transmission, secret, fantôme, on regarde ça. Donc parlons d'abord d'héritage. Au fond, l'héritage se définit, hein, j'ai cherché des définitions, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on trouve sur l'héritage? L'héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. C'est le classique de l'héritage. Alors bien sûr, nous, on va s'intéresser à la transmission, c'est-à-dire comment il se transmet. Et puis on va voir que quand on va parler de patrimoine dans le champ qui va être le nôtre, on parle bien sûr pas juste du patrimoine matériel, bien qu'il existe aussi. Et on va voir comment, dans les transmissions familiales, tout ce qui se transmet aussi à travers les biens, les terres, les maisons et l'argent, est souvent beaucoup plus soumis justement à ce qui se transmet à travers ça qu'à seulement ça. On voit comment énormément de problèmes d'héritage dans les familles parlent de bien plus que l'héritage lui-même. Ou en tout cas, dans l'héritage, il s'agit de bien d'autres choses qui se traitent et qui se règlent. Donc, en fait, l'héritage, donc, c'est le patrimoine qui est laissé par une personne, une génération, et qui est transmis par succession. Donc c'est la transmission d'un patrimoine, et comme je vous le disais, le patrimoine, c'est des biens matériels, mais c'est aussi des cultures, c'est une culture, c'est des valeurs, c'est des manières d'être, c'est de l'éducation, c'est les attentes, de l'expérience, c'est aussi la marque familiale. Hein. En réécrivant ça, en y repensant tout à l'heure, je me disais, vous savez, c'était chez ces gens-là, monsieur. Hein, voilà, c'est au fond tout ce qui va à un moment donné identifier une famille et qu'elle va passer en héritage, avec toutes ses valeurs, sa manière d'être, ses règles familiales. Alors, bien sûr, tout ça va se transmettre par des histoires. L'héritage se transmet par les histoires qu'on se raconte. Les histoires qu'on se raconte, donc les histoires qu'on nous raconte ou les histoires qu'on se raconte. Parce qu'on va en reparler tout à l'heure, on va voir que le plus souvent, quand on est un peu embêté avec l'histoire, on se met à se raconter des histoires. Et probablement, plus l'histoire a des trous, plus on se raconte des histoires. Et on va voir tout à l'heure, on va différencier. Les histoires qu'on se raconte sont bien plus souvent du roman que de l'histoire. Alors, continuons quand même pour le moment un peu plus logiquement. Donc, l'héritage... Donc, hériter, c'est intéressant de s'arrêter sur ce mot, hein, puisque hériter, c'est toujours hériter de. On hérite de quelqu'un ou d'un ensemble de gens. Hériter, c'est hériter d'eux, et c'est donner en héritage. Recevoir un héritage. Donner, recevoir. Un monsieur qui est un des pères fondateurs pour moi du transgénérationnel et du génogramme, qui s'appelait, son nom vous ne le retiendrez pas comme ça, moi que vous le connaissez, il s'appelle Borzomeni Negyi. Ça va jusque-là ? Peut-être qu'on vous le mettra tout à l'heure, comme ça qui était un médecin psychiatre hongrois, immigré aux États-Unis, dans les montées du nazisme aussi, et qui s'installait aux États-Unis, rencontrant d'autres gens, lui venant de la psychanalyse, mais découvrant qu'au fond, avec la psychanalyse, il lui manquait beaucoup d'éléments pour comprendre ce qui pouvait se passer dans la maladie, a commencé à réfléchir aussi en phénoménologie. Pour les Gestalt thérapeutes, Borzomeni est un homme intéressant. Il cultive à la fois la psychanalyse, la phénoménologie, et puis toute l'approche systémique. Alors lui, il a bâti une partie de sa théorie en disant « Les relations de l'homme à son environnement est gérée par la recherche d'équilibre du donner et du recevoir ». C'est intéressant. C'est-à-dire que lui, au fond, on peut toujours regarder les relations d'une personne et son environnement. On va le voir aussi d'une personne dans sa famille, mais dans toutes les relations humaines, comme la recherche d'équilibre du donner et du recevoir. Alors on est au cœur de notre thème. Hein. Donner et recevoir dans les héritages, on est vraiment ça. C'est en s'en rendant compte en plus qu'il n'est pas toujours simple de donner. Parfois on donne et où on se donne sans compter. Mais certains parents donnent des fois tellement à leurs enfants qu'ils les mettent en surendettement. Hein, je pense à cette femme qui avait vécu des drames. Elle perd son mari. Elle a 3 enfants. Elle a 28-30 ans. Son mari décède et elle doit faire face à ça. Quoi faire, hein ? Faut gagner sa vie, il faut élever les enfants. Elle consacre sa vie, elle bosse, elle élève ses enfants. Elle consacre toute sa vie à ses enfants. Les prétendants qui la regardent de près, elle n'a pas le temps, elle n'a pas de temps pour tout. Et plus ça va, plus elle consacre sa vie aux enfants. Et puis elle va arriver à 45, 50 ans, ses enfants grandissent et elle a tout donné à ses enfants. Mais tellement tout donné que ses enfants ont du mal à la quitter. Parce que comment pouvoir recevoir tout ce qu'une personne nous a donné en y consacrant sa vie et comment la payer en retour, hein ? Et on va voir comme ça dans des familles ou des gens qui vont être dans du surendettement.
dans l'impossibilité de payer les dettes et vont devoir se débrouiller de plein d'autres façons pour payer toutes les dettes. Alors, recevoir n'est pas simple non plus. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément de mal à recevoir, parce que recevoir, c'est risquer d'être à la merci de celui qui donne. Recevoir quelque chose de quelqu'un, c'est être endetté. Donc il y a des gens qui vont donner mais pas avoir beaucoup de mal à recevoir, des gens qui vont pouvoir recevoir mais pas donner, mais on a toujours affaire de toute façon avec ces deux branches-là. Alors ça serait dommage dans cette conférence de pas évoquer un livre que probablement la plupart d'entre vous connaissent ici. C'est un petit livre que j'adore de Lydia Flem. Ça vous dit quelque chose, non ? Lydia Flem. C'est une psychanalyste qui a perdu ses 2 parents, parce que même psychanalyste, on perd ses parents. Et elle a fait un livre magnifique où elle l'a écrit avec toute sa réflexion, mais elle l'a écrit plutôt dans ce qu'elle a vécu. Et le livre qu'elle a sorti, que vous avez peut-être entendu parler, c'est « Comment j'ai vidé la maison de mes parents ». Ça vous dit quelque chose ? Et c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est où on voit effectivement comment elle est confrontée sans arrêt, comment j'ai vidé la maison de mes parents. Qu'est-ce que je fais, hein ? Elle dit « Je me retrouve d'un seul coup à devoir trier, choisir, jeter, donner, vendre, garder ». Elle dit « J'ai affronté une vraie tempête émotionnelle pour vider la maison de ses parents ». Et elle dit « Mais comment est-ce que je peux prendre ce que mes parents n'ont pas voulu me donner ? Parce qu'au moment où j'hérite, où je vide la maison, il y a plein de choses que je dois prendre, mais elle dit « Avant, j'aurais aimé que mes parents me les donnent, j'aurais demandé, ils ne me l'ont jamais donné. Donc maintenant, comment prendre ce qu'on ne veut pas me donner ? Et comment je récupère, au fond, tout, et je dois trier tout ça ». Et elle dit « Au fond, tout ce travail d'héritage est un travail d'appropriation extrêmement important. » On va s'arrêter un peu là-dessus parce qu'on va le voir dans l'héritage familial. Au fond, bien sûr, on reçoit un héritage, on reçoit les histoires, les contes, les romans, on va en reparler plus tout à l'heure, qui vont être transmis, on va en reparler aussi. Mais ce que je voudrais insister, c'est qu'un héritage ne se fait pas tout seul. L'héritage, c'est quelque chose qui s'acquiert. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Goethe. Vous voyez, on va chercher loin. Hein. Goethe disait « Ce que tu as hérité de tes ancêtres, acquiers-le pour le posséder. » Ça va, vous suivez ? Ça veut dire que l'héritage, c'est quelque chose qu'on doit travailler pour le posséder. C'est important parce qu'on va voir que comment l'héritage qu'on reçoit de notre famille, notre histoire familiale, c'est comment on va s'y prendre pour le travailler, pour le trier, mettre de côté, prendre ce qui nous convient, laisser ce qui ne nous convient pas, pour pouvoir aller dans la vie. C'est un thème important, hein, c'est ce qu'on, dans le travail systémique, on prête beaucoup attention, nous, à comment les jeunes adultes, à un moment donné, réussissent à faire leur valise. Et on voit comment dans des familles où des jeunes, quand ça va être l'âge d'aller prendre son autonomie, il faut du temps, hein, mais au fond, comment ils vont s'y prendre pour pouvoir partir, pour pouvoir faire leur valise. Le plus souvent, c'est tellement difficile de partir qu'on saute par la fenêtre en courant. Hein, c'est ce qu'on appelle, nous, une fugue. Mais nécessaire, hein. Il y a dans des familles, la fugue est nécessaire. C'est ce qui permet pour un temps de pouvoir aller respirer ailleurs, mais on est parti en sautant par la fenêtre. Alors, tôt ou tard, il faudra qu'on revienne chercher les valises. Ça, vous êtes donc, au fond, l'idée qu'on va beaucoup développer, nous, dans notre travail, c'est pas dramatique que des jeunes, à un moment donné, doivent fuguer pour partir. Mais ils ne sont pas encore partis, ils sont juste fugués. Ça permet de respirer, ça permet de mettre de la distance géographique souvent, plus géographique que psychologique. Parce que des fois, ils sont fugués, ils sont partis faire le... J'avais une jeune personne il y a quelque temps, elle avait trouvé qu'au fond, Nantes, c'était bien pour faire ses études dans sa famille, mais il y avait une valeur bien plus intéressante à Strasbourg. Donc elle est partie faire ses études à Strasbourg. Bien sûr, elle ne rentrait pas toutes les semaines, mais elle téléphonait tous les soirs. Hein ? Mais c'est pas pareil. Téléphoner n'est pas pareil que devoir rentrer tous les week-ends. Mais effectivement, si j'ai dû à un moment donné partir en sautant par la fenêtre, donc je n'ai pas encore pu trier, faire mes valises, tôt ou tard, il faudra que je revienne frapper à la porte pour chercher mes valises. Chercher ces valises veut dire trier. Trier ce que je prends, trier ce que je laisse, prendre ce qui m'appartient, laisser ce qui ne m'appartient pas, faire du tri. Qui est tout un thème important. Alors, là encore, hein, c'est pas...
Bien sûr, ça se situe dans la période d'autonomie pour les jeunes adultes, mais des fois, il faut pas mal de temps, pas toute une vie, mais une bonne partie des fois pour pouvoir trier. Hein, pour pouvoir trier ses valises, donc trier son héritage. Trier son héritage et s'approprier, c'est se différencier. Dans le jargon, on dirait s'autonomiser, devenir adulte. Donc, de toute façon, dans cet héritage, on est toujours sur cette notion-là, de toute façon, j'hérite du passé. Dans l'histoire familiale, j'hérite du passé. Que je le veuille ou pas. Ce n'est pas une question de bonne volonté ou de mauvaise volonté, de choix ou pas. J'hérite du passé. Ce n'est pas parce que je dis « je ne veux rien » que je n'ai rien. Je peux refuser l'héritage matériel, mais même déjà refuser l'héritage matériel, c'est déjà dire beaucoup de choses par rapport à l'héritage. Mais je ne peux pas refuser l'héritage psychologique, les histoires, les manières d'être, tout ce qu'on m'a donné, les missions qu'on me donne. Je ne peux pas. Donc, je suis condamné à le prendre et à le trier. Et je ne peux pas me dire « j'en veux pas ». C'est vrai que, je me disais en préparant ça, je me disais « mais c'est vrai, à quoi ça sert ?» Parce que finalement, trier l'héritage, souvent, c'est quand même revenir un peu dans le passé. Alors, vous entendez souvent les gens « mais à quoi ça sert d'aller remuer le passé ?» L'avenir, il est devant nous. Il vaut mieux se détourner du passé, se tourner vers le futur, aller devant. Comme le disait un jour une personne qu'on suivait pour des problèmes d'alcoolisme, elle nous disait, vous savez, monsieur Chemin, j'ai essayé longtemps de coller du papier neuf sur du vieux papier pour cacher la misère. Et un jour, tout s'est décollé. Et c'est elle qui nous disait, mais j'ai essayé longtemps de fuir ce passé insupportable, mais de toute façon, c'est pas en le fuyant que je peux le traiter. Alors, peut-être que des fois, je le fuis instantanément parce que j'ai pas le choix, parce que ça fait moins mal, mais tôt ou tard, il faudra que je vienne le traiter. Et on verra tout à l'heure que si moi-même je ne le traite pas, je le refile à mes enfants. Tout ce que moi je ne traite pas de ce qu'on m'a donné et qui n'est pas trié, je le donne pour continuer. En même temps, c'est pas, pourquoi pas, faut bien donner un peu de travail à nos enfants et aux petits-enfants, Mais moins lourd on leur donne, mieux c'est quand même pour eux. Alors, donc, on ne peut pas échapper à ça. Tout ce qui est... le passé est toujours présent. Le passé qui n'est pas traité, qui n'est pas travaillé, il n'est pas passé, il est présent. Il est là, il est comme inachevé, et il est là toujours dans le présent de notre vie à nous encombrer. Alors, on peut essayer de courir plus vite. On jouait à un moment donné avec cette phrase. On peut essayer de courir plus vite que son passé pour lui échapper. Mais tôt ou tard, il nous rattrape. Et même des fois, il nous fait des croche-pieds. Les parents boivent, les enfants trinquent. Pas très fin, mais... Voilà. Vous savez, c'est Sartre. Sartre disait « Je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi. » Ça veut dire, moi, je suis né dans une famille qui a une histoire, on me refuse. Moi, je ne suis pas responsable de où je suis né, je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi. Mais je suis parfaitement responsable de ce que je fais, de ce qu'on a fait de moi. Donc, au fond, je ne suis pas responsable de l'histoire dans laquelle j'ai grandi, mais je suis responsable de ce que je vais en faire. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser. Ça va, vous ? Plutôt que se plaindre de tout ce qu'on n'a pas eu ou qui nous a paumé ou qui a été difficile, on va essayer de voir comment... Bon, s'en plaindre, ça fait des fois du bien aussi. On n'est pas obligé d'arrêter de se plaindre complètement. Mais c'est plus en le traitant qu'on avance plutôt qu'en restant dans la plainte. Alors, moi, je ne peux pas citer cette expérience. Pour moi, j'ai eu la chance à un moment donné de travailler avec une grande dame qui était Virginia Satir. Et c'est elle qui m'a initié ou commencé en tout cas à travailler sur le génogramme, le transgénérationnel, aussi sur l'approche systémique. Et je venais de faire un mois de stage dans les Laurentides avec elle, qui est un stage international. Et on devait amener son génogramme, donc on devait amener tout son travail sur nous-mêmes et elle nous aidait à travailler avec ça. Et je me rappelle, je lui dis à un moment donné, mais je lui dis, mais Virginia, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller toujours remuer toutes ces merdes ? Et Virginia Satir, qui est une grande poète, m'a répondu, André, n'oublie pas une chose, tes merdes, c'est aussi du fumier. J'ai mis 2 ans à comprendre ça. Vous entendez, tes merdes, c'est aussi du fumier. Et alors après, donc moi je rajoute, je ne sais plus si elle me l'a dit, mais moi je l'ai rajouté après. En gros, c'est si tu acceptes de mettre les mains dedans pour en faire quelque chose,
tu peux en transporter, tu peux en faire quelque chose de ressource, du fumier. Mais si tu restes le nez dessus toute ta vie, ça sent toujours mauvais et t'en fais rien de plus. Ça vous, c'est de la haute poésie quand même, hein. Une grande dame. Donc trier l'héritage, trier ce que nous ont laissé nos parents. C'était, bah oui, gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage. Vous connaissez ça, hein, que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché dedans. En fait, il n'y avait jamais eu de trésor, hein. Mais c'est bien parce que justement, ils ont labouré, etc., qu'ils récupèrent l'héritage, qu'ils récupèrent les valeurs, la transmission. Donc, la transmission de l'histoire, la plupart du temps, l'histoire est transmise par des paroles, par des mots, par les choses qu'on se raconte, par un savoir. Mais, on l'a vu aussi, souvent, elle est transmise aussi par ce qu'on appelle le roman. Par tout ce que tu dois savoir, mon petit, ça, c'est la vérité vraie. Vous savez, on va voir d'ailleurs dans les familles, il y a souvent le conteur, il y a l'historien. Mais plus on a des historiens dans les familles, plus on écrit des livres pour avoir la vérité de la famille, plus vous pouvez penser qu'il y a l'histoire encadrée qui est l'histoire vraie. Hein ? C'est ça que tu dois retenir, autrement circuler, il n'y a rien à voir. Ou surtout, n'allez pas voir. Donc, l'histoire... Attendez, je suis un tout petit peu perdu là. Je me dis, mais voilà. Oui, ce qui va nous intéresser, nous, dans l'approche transgénérationnelle, c'est oser rentrer dans son roman pour pouvoir reconstruire de l'histoire. On va faire une différence entre le roman et l'histoire. Le roman, vous savez, le roman, c'est le récit des événements qui sont jugés dignes de mémoire dans les fictions codées. Hein. Dans une famille, c'est tout le récit des événements jugés dignes de mémoire. On ne nous dit jamais par qui. Mais habituellement, c'est par la personne qui le raconte. Donc, très souvent, l'histoire qui est transmise, c'est tout ce que tu dois savoir pour ton bien. Voilà, mon petit, dans notre famille, ce qui est important que tu saches. Donc, ce roman se manifeste par les histoires qu'on nous raconte et les histoires qu'on se raconte. Plus il y a de choses douloureuses, c'est ce que je vous disais en introduction, plus il y a de choses douloureuses dans une histoire, plus il y a de trous à boucher, plus on se raconte des histoires pour ne pas parler de l'histoire. Quand on travaille avec des gens au niveau des génogrammes, on demande aux gens de commencer à poser, je vous parlerai un peu plus du génogramme tout à l'heure, de le mettre devant, et des fois vous avez des gens, ils commencent à vous raconter leur histoire, mais alors vous avez l'impression que l'histoire, ils la connaissent par cœur. Il y a toute l'histoire, mais tout ce que vous avez, c'est... Oui, vous savez comment, par exemple, le grand-père ou l'arrière-grand-père, sur son cheval blanc, a rencontré un jour l'arrière-grand-mère qui sortait du mariage. On vous raconte des trucs étonnants, mais vous ne savez rien. Quand on a avancé à un moment donné, on a l'impression qu'on sait tout et on ne sait rien. On raconte énormément de choses et on ne sait rien d'essentiel de ce qu'a vécu, ce qu'a traversé cette famille. Donc, au fond, plus une famille est en difficulté avec son histoire, et toutes les familles ont des difficultés avec les histoires, puisqu'il y a toujours des choses qui sont passées plus difficilement, il y a des choses qu'on a su gérer, d'autres pas, on va y revenir aussi. Mais on raconte plutôt la version officielle, la vérité vraie, le roman, et l'enfant, lui, va intégrer loyalement le roman familial, et là-dedans, il prend le rôle qu'on lui attribue. Hein. L'enfant, quand on lui raconte l'histoire de la famille, il a sa place. Et tant que l'enfant entend l'histoire qu'on lui raconte et est formaté avec ça, au fond, il prend ce qu'on lui donne. Et quand on ne lui dit pas les choses, il se construit du roman. Quand on est embêté pour ne pas dire aux enfants ce qu'a été à un moment donné l'histoire, on met des trous. Mais l'enfant, lui, pour éviter l'angoisse ou parce qu'il sent bien qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, ben, il se crée son propre roman. Et donc l'enfant se crée un roman pour éviter l'angoisse. Et donc, à un moment donné, l'enfant va grandir avec tout le roman et l'histoire qu'on lui raconte, puis tout ce qu'il se raconte lui-même pour boucher les trous de ce qu'on ne lui raconte pas. Tu vois ? Donc, il construit ce qu'on ne lui dit pas en le tissant avec ce qu'il perçoit. Il devient loyal au secret. Quand on lui dit « il ne faut pas savoir, ça, il ne faut pas toucher », l'enfant, très vite, comprend qu'il ne faut pas les toucher. Et non seulement il comprend qu'il ne faut pas les toucher, mais il ne va pas toucher. Et même plus tard, des années après, même quand il est adulte, on lui dit « tu sais, maintenant, on voudrait te dire des choses. » « Ah non, ça ne m'intéresse pas. Hein » L'enfant a parfaitement capté à un moment donné qu'il ne faut pas aller toucher certaines choses. Donc ça ne l'intéresse plus.
il va prendre la version officielle, les règles qui vont avec, le roman, et il construit son présent avec le roman qu'il se construit dans la famille. Donc ma vision du monde, on peut dire que le roman construit dans le présent, il construit ma vision du monde, il construit les croyances, les choses à faire, les choses à éviter. Et comme nous le verrons tout à l'heure, il construit aussi les missions à réaliser pour réparer les blessures de l'histoire. Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Au fond, l'enfant, lui, quand il vient au monde, il n'a pas le logiciel. Donc, il comprend très vite que quand on fait comme ça, on obtient un peu d'intérêt. Si on fait comme ça, on n'obtient pas d'intérêt. Petit à petit, il découvre l'entrée dans le monde, il se fait son logiciel en voyant comment, quand il fait ça, il est admis, il est même honoré, et quand il fait ça, il est blâmé, et il construit son logiciel. Donc il construit petit à petit tout un rapport avec son univers dans lequel il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Il apprend à être loyal. Il apprend qu'en étant loyal à ce qu'on attend qu'il soit, au fond, il obtient de la reconnaissance. Et il se construit une histoire. On va y revenir tout à l'heure aussi.